Hello Aurélien, hello Clara. Hello, Bien, Vous allez bien? très bien, ça et va et toi? toi? Oui, ça va, nickel. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que le son, la lumière, tout ça, c'est OK? Ouais, de votre côté, nickel, top. Eh ben écoutez, je suis trop contente d'avoir Sohail une nouvelle fois parmi nous. L'année dernière, on parlait de RSE avec Stéphanie Leblanc. Et cette année, on parle de marketing B2B, pas chiant. Bon, avouez que on disait tout à l'heure avec Mel, franchement, nous Swile, on vous adore chez PlayPlay. On s'envoie toujours un peu vos mèmes marrants entre collègues où on s'identifie trop. Parce que forcément, en fait, quand on pense à vous, on pense forcément un peu à une com hors des sentiers battus. Finalement, un peu à une com qu'empruntent les codes du B2C. Donc, je suis trop contente aujourd'hui d'être avec vous pour parler de ça, justement, pour voir comment on peut donner un coup de fouet à sa stratégie B2B. Écoutez, je vous laisse vous présenter de la manière dont vous le souhaitez, et puis the floor is yours. Vas-y Aurélien. Bonjour à tous et merci Léa de nous recevoir. C'est cool d'être ici et de pouvoir parler de ça. Et du coup, moi je suis Aurélien, donc je suis créatif stratégiste chez Swile, que j'ai rejoint il y a 2 ans. Yes, très cool d'être ici. Et moi, je suis Thomas, je suis en charge du social media et de l'influence chez Swile. Et ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Bien. Eh bien, écoutez, quand vous voulez, pour vous lancer directement dans le sujet. Enfin, bon, je suis désolé, mais c'est moi où il n'y a pas la presse. Je vais la mettre. Normalement, là, tu vas la Ok, voir. Super. parfait. Nickel. Ok, bah, on peut commencer. Vous voyez bien l'écran, la presse, on est bon? Nickel, nickel de notre côté. Je sais pas si Très en bien. plein écran là, Thomas. Je crois que tu peux mettre en plus gros. Là, c'est en plein écran. C'est en plein écran, là, ou Non, pas? je pense que c'est bon. Ouais, nickel, nickel, nickel. Ah oui, il veut dire peut-être. Ouais, je sais pas. Nous, de notre côté, c'est bon en tout cas, hein. On est bon. Ok, Je pense qu'on pourra pas faire mieux que là. ok, bon, parfait. Ok. Euh, de communication et de comment justement on a attaqué ce marché du B2B d'un point de vue communication, un marché qui a un peu cette réputation d'être ennuyante et on a tenté justement de venir casser les codes et sortir un peu des sentiers battus. On va commencer par le début et le début, bah, c'est l'histoire de Swile qui a commencé en 2018 quand on est arrivé sur le marché des titres restaurants. 95% des titres resto étaient encore en version papier. Et pourtant, les cartes, elles, étaient déjà autorisées depuis 2014. Et pendant ces 3 années, il ne s'est absolument rien passé. Du coup, on a eu envie d'être le catalyseur de la démat grâce justement à une carte titre-restaurant qu'on a pensée pour les salariés et pour améliorer leur posage. Puis après, bah, les années sont passées et au fur et à mesure des années, on a étendu notre champ d'action de la pause déj à toute l'expérience salariée, le trajet avec les déplacements, les célébrations. Jusqu'aujourd'hui, on est devenu bah, un co-leader sur le secteur des avantages salariés et depuis peu, on est également rentable. L'objectif chez Swile, c'est vraiment bah, d'accompagner les collaborateurs du matin au soir avec une carte, une app où les salariés peuvent retrouver tous leurs avantages. Du coup, rien, je te laisse la Ouais. parole, c'est parti. Ouais, et du coup, maintenant qu'on a fait cette rapide introduction sur Swile, on va pouvoir attaquer la question qui nous intéresse aujourd'hui. C'est du coup, comment est-ce qu'on se démarque quand on est une marque qui opère sur un marché B2B et en tout cas, comment nous, chez Swile, on essaye de le faire. On va essayer de vous partager un maximum de learning et d'exemples sur notre approche et notre façon de procéder. Mais avant ça, on va vous partager notre point de départ qui, on le pense, sera un peu un point de vue partagé, que c'est un peu le thème de l'intervention qui vous a attiré. C'est que souvent, quand on pense à marketing B2B, tout de suite, on a tendance à penser à quelque chose de pas toujours très fun, voire même de carrément chiant. Et la question qu'on s'est posée, déjà, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette image? Pourquoi est-ce qu'on fait aussi facilement cette association d'idées? La réponse la plus évidente, malheureusement, c'est que ça a tendance à être un peu vrai. Alors, pas dans tous les cas, mais dans une majorité des cas.
Si on fait l'effort de creuser encore un peu, pourquoi est-ce que le marketing B2B semble à ce point manquer d'originalité? Et la réponse qu'on a trouvée, nous, c'est que souvent aussi, les marques ont tendance à associer le décideur B2B à cette personne. Donc, souvent un monsieur, donc plutôt mûr, en costume, souvent bleu marine le costume, dans un bureau assez austère, avec des murs gris ou blancs, et qui va passer son temps à regarder exclusivement BFM TV ou à jurer que par les échos. Et forcément, cette conception, cette construction même, elle est fausse. C'est un biais qu'on a tendance à construire tous, qu'on a tous, évidemment. Quand on construit des cibles, on a tendance à se fier à des archétypes, parce que c'est ce qu'on nous a appris, donc la ménagère de moins de 50 ans, le millénial, la famille Kinder, etc. Et nous, cet archétype, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est déjà de le déconstruire et de le reconsidérer. Et le décideur B2B, finalement, c'est aussi une décideuse déjà, et c'est surtout quelqu'un comme vous, quelqu'un comme nous, quelqu'un qui aime rire, qui aime s'amuser, qui aime sortir, qui aime aller au cinéma, au restaurant avec ses potes, qui a probablement un compte Netflix et un abonnement Spotify. Et en un mot, c'est quelqu'un qui aime se divertir. Et c'est bien ça notre point d'accroche, donc essayer de le divertir. Et il y a cette citation qui nous parle et qui nous inspire beaucoup chez Swile. Donc elle est de Maya Angelou, qui est une autrice américaine que vous pouvez voir en photo, et qui nous dit les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire, leur faire ressentir des émotions positives. Et ça nous amène du coup à cette ligne directrice qui est l'objet de cette présentation et qu'on a adopté chez Swile pour toutes nos prises de parole, cette espèce de motto de From Boring to Bold, et qui implique du coup constamment cette notion justement de divertir, de surprendre, de casser les codes à travers nos communications et de quelque part créer l'inattendu à chaque fois qu'on s'exprime. Donc ça, c'était la théorie, le raisonnement, et je vais laisser Thomas vous montrer très concrètement comment on fait et comment ça se traduit dans ce qu'on propose. Merci. L'idée, ça va être de vous montrer un peu quelques exemples. Je pense qu'il y a une première chose que vous avez déjà tous vu dans votre feed LinkedIn ces dernières années et que je vais vous montrer. C'est l'annonce de la levée de fonds. Et là, les fondateurs, les bras croisés, on peut y rajouter souvent le logo. Et nous, quand on a fait notre levée de fonds, on s'est dit, bon, on aimerait un peu sortir de là. On veut proposer quelque chose qui est différent. Et du coup, on a pris un format que tout le monde connaît, que tout le monde a l'habitude de voir, mais qu'on a l'habitude de voir à la télé. Et ce format, justement, c'est la boîte à questions de Canal+. Et on s'est dit, on va se faire ce format et le balancer sur LinkedIn. Du coup, je vais vous montrer le début de cette vidéo. Ça veut dire quoi, Smile? Ça veut dire Smile at Work. On a pris le M de Smile et on le retourne et ça fait le W de Work. Ils en pensent quoi, les enfants, du fait que papa soit... Je ne vais pas vous montrer du coup toute la vidéo, mais on a repris vraiment la boîte à questions qu'on a tournée avec les équipes de Canal+. Et à cette époque, sur LinkedIn, c'était vraiment improbable de voir ça. On y voyait encore beaucoup, encore plus que maintenant, du contenu qui était très formel, très droit. Nous, on s'est évidemment bien amusé. Dans la suite de la vidéo, on fait faire une position de yoga, le chien tête en bas, à notre CEO. On s'est dit que c'était vraiment, pour le coup, sympa de pouvoir lui faire ça devant tout le monde. Et ici, on a un objectif qui est toujours le même dans nos communications, c'est d'être là où on ne nous attend pas, pour deux raisons. Déjà, c'est rendre bien sûr la communication qui est plus visible, mais surtout pour la rendre plus marquante auprès de notre audience. Et ce côté inattendu, c'est quelque chose qu'on va retrouver vraiment en fil rouge sur toutes nos communications. Si je prends justement une autre communication, on aime bien le faire pour tout ce qu'on fait pour nous, ces communications un peu inattendues, mais aussi pour rendre l'environnement général plus cool. Je vous invite par exemple à aller voir les photos de profil de vos collègues sur LinkedIn. Vous allez voir qu'ils sont sûrement beaucoup plus fun dans la vraie vie qu'ils le sont sur ces photos LinkedIn. Du coup, à l'occasion du World Smile Day, on s'est dit qu'on allait mettre un peu de couleur dans tout ça et pimper les photos de profil des internautes.
on a collaboré avec plusieurs illustrateurs pour justement apporter de la joie et des couleurs à la plateforme. Le principe était très simple, il y avait un post, les gens venaient commenter, on prenait leurs photos de profil avec leur autorisation et on les refaisait avec l'aide de l'illustrateur. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, le World Smile Day, on le refait demain. Donc, allez sur le compte LinkedIn de Swile, du coup, demain matin, et vous aurez aussi la chance, si vous voulez, d'avoir une photo de profil qui est faite par un de nos illustrateurs. Un autre exemple, je pense qu'on a déjà tous vu des rapports RSE sur notre fil LinkedIn, et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus sexy visuellement à voir. D'ailleurs, si quelqu'un dans la salle a lu un entier, un rapport RSE dans la dernière année, qu'il se manifeste, qu'on puisse échanger. Mais pour nous, pour le coup, c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'on y met énormément d'efforts au quotidien. L'année dernière, ce que tu disais, Léa, vous aviez Stéphanie, notre directrice RSE. On a une vraie équipe RSE, on est tous engagés, ça engage tous nos sujets. Et du coup, c'est hyper important pour nous de valoriser ce travail. Du coup, cette année, on s'est dit qu'on allait l'amener d'une façon un peu différente et que justement, on allait utiliser l'intelligence artificielle pour créer un rap sur notre rapport RSE. Il y avait déjà SCH, PNL, on s'est dit qu'il y avait un peu de place pour RSE dans le rap game. Et du coup, on a créé cette petite vidéo que je vais rapidement vous montrer le début, qui est vraiment basée à base d'intelligence artificielle. Je vois pas la vidéo. C'est juste, pour le coup, c'est une couverture. Pardon. Il y a juste du son. Pardon. J'ai l'impression que le son est moyen. Je vous enverrai la vidéo de toute manière que vous pourrez réécouter par la suite. Mais c'est tout un rap qui vient raconter justement notre rapport RSE. Et bien sûr, il y avait un lien pour aller le regarder et découvrir tout ce qu'on fait pendant tout le quotidien, pendant toute l'année sur la RSE et notre stratégie chez Swile. Le fond, il n'est pas forcément meilleur que sur d'autres rapports RSE, même si évidemment on a envie de le penser. Mais par contre, on a une forme qu'on y met et de l'énergie qu'on met dans la forme qui donne envie de s'y intéresser. Donc, il y a toute cette énergie qu'on met sur le fond, on la met également sur la forme pour justement valoriser tout ce travail. Je pense que du coup, avec tous ces exemples, vous avez compris le principal de l'idée. Mais c'est quelque chose qu'on applique vraiment sur tous nos points de contact, que ce soit les salons, le packaging de notre carte, sur notre site web. Construire une marque avec une identité forte, c'est pas juste faire une activation, un post de temps en temps avec une tonalité décalée. C'est plus de chercher ce décalage, d'assumer cette identité en permanence. Et du coup, pour nous, ça passe par négliger aucun point de contact, les salons, les packaging, les sites web, même notre newsletter. Un exemple, c'est que nos équipes créatives passent énormément de temps avec les équipes Care, notre service client, pour justement, même dans les échanges avec les clients, on essaie de créer ce sourire et même dans les avis de l'App Store, quand on a notre réponse, ce soit pas quelque chose de très formel, mais vraiment qu'on retrouve cette tonalité qui est propre à Swile. Et au-delà d'essayer du coup d'être drôle, on cherche aussi à être un partenaire. On a une ambition de créer un lien, une connexion qui est plus forte pour nos clients et également pour nos futurs clients. Du coup, dans cette logique, on a décidé de créer un média, The Daily Swile. C'est un média qui a pour but de donner de l'info, de créer un débat autour des grands sujets du monde du travail. Mais encore une fois, on veut le faire toujours avec cette identité, le faire de façon divertissante, dans le ton comme dans les formats. On l'a lancé il y a 2 ans, ce média, et les chiffres sont assez impressionnants et c'est un véritable succès aujourd'hui pour nous. Sur les réseaux sociaux, on a bientôt 300 000 followers. Rien qu'en 2024, on a 15 millions de vues sur nos vidéos, énormément de contenu. Pour le coup, je vous incite à les regarder, à le suivre sur les réseaux. C'est du contenu qui est hyper intéressant. Et surtout, c'est un média qui est complètement indépendant de Swile. Si ils viennent par exemple parler de la semaine de 4 jours, c'est pas pour autant que chez Swile, on est aligné sur la semaine de 4 jours. Donc, c'est vraiment, ils ont leur parti pris. Il y a des vraies équipes avec des journalistes qui sont dédiés aux médias et qui viennent prendre la parole et qui s'occupent toute l'année de créer tous ces contenus. Du coup, maintenant qu'on s'est dit ça, donc, sur comment on attire l'attention et comment on commence un peu à créer un lien avec les audiences B2B, il faut se dire que forcément, donc ça c'est bien, mais que c'est pas suffisant
parce que après l'attention, évidemment, ce qu'on veut, c'est créer de l'adhésion. On est là aussi sur comment on va créer de l'adhésion, comment on va essayer de devenir une love brand. C'est une approche méthodique qu'on a construite. Et concrètement, ici, on va servir d'une de nos spécificités, d'une de nos particularités même sur lesquelles on va capitaliser. C'est le fait d'opérer sur un marché dans lequel on ne vend pas directement à nos utilisateurs finaux. Typiquement, on vend nos produits et nos solutions à des RH, à des CSE, à des DAF, mais à la fin, c'est les salariés qui vont utiliser nos produits. Et du coup, notre stratégie, ça va être de rendre Swile désirable auprès des utilisateurs, donc d'en faire des ambassadeurs pour être choisis justement par ces décideurs. Et donc, pompeusement, on appelle ça Focus on the C to win the B. Donc, on aurait pu appeler ça aussi une stratégie B2C2B, c'est tout aussi bien. Mais l'ambition qu'on affiche, clairement, c'est de devenir une marque lifestyle au même titre que toutes les marques que vous voyez ici, donc des Nike, des Apple, des Netflix, des Revolut. Donc, une marque qui a un impact sur le quotidien de ses utilisateurs et qui seront fiers déjà de posséder et surtout dont ils auront envie de parler. Et du coup, ici, notre ligne directrice, pareil, elle est impactée par cette ambition. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est des campagnes qui sont grand public, qui vont ramener du sourire et du positif de manière globale, donc auprès de toute la sphère professionnelle, donc pas que les salariés, donc pas que les décideurs aussi, mais aussi les salariés, dans un monde du travail qui peut avoir un peu tendance à trop se prendre au sérieux. C'est ce qu'on a vu notamment avec le World Smile Day. Et là aussi, comme quand on s'adresse aux décideurs, on va aller chercher ce décalage, ce pas de côté qui est un élément un peu fondateur et distinctif de notre ADN. Parce que concrètement, si on se dit qu'on veut nous disrupter le monde du travail, on doit aussi être capable de secouer ses codes. Et cette pierre, on l'a posée depuis le premier jour avec cette campagne. Donc vous avez peut-être déjà vu, donc ce PDG est con. Une campagne B2B à la base, mais grand public, en affichage. Donc là aussi, le choix média a été singulier pour une campagne comme celle-ci, parce que le parti pris, justement, c'était d'interpeller le spectateur, quel qu'il soit, avec ses affirmations. Et c'est comme ça qu'on a créé de l'impact, ce qu'on recherche systématiquement. Et encore une fois, on est venu pour essayer de créer de la surprise, de l'inattendu, et c'est ça qui va générer de l'émotion. Et du coup, nous, on essaie à chaque fois, dès qu'on prend la parole, de réfléchir à comment on pourrait être audacieux, comment on pourrait faire cette chose différemment, trouver le contre-pied. Et pareil, encore ici, on a plein d'exemples que je vais laisser Thomas vous présenter. Il y a, dans ces exemples, il y a une période qu'on n'aime pas forcément se rappeler, mais c'est le Covid. Et pendant cette période, les publicitaires s'ennuyaient un peu. Généralement, ça ressemblait plutôt à ça, l'affichage pendant le Covid. Mais nous, toujours avec cette envie de faire le contre-pied, d'arriver sur de l'inattendu, on s'est dit que c'était le meilleur moment pour faire la promotion de notre produit. Et justement avec beaucoup d'autodérision, parce qu'à ce moment-là, tout ce qui était avantages salariés, qui sont utilisables généralement dans les restaurants, les boutiques, les théâtres, les cinémas, bref, vous l'avez compris, tout ce qui était fermé. Du coup, on a créé une campagne d'affichage qui était la carte la plus inutile du moment. Et l'autodérision, chez Swile, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, de pouvoir rire de notre produit, de notre univers, et c'est une vraie arme pour se mettre en avant. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec cette campagne et cette vidéo. On allait jusqu'à le pousser en digital avec le son. Je vais pas vous partager forcément la vidéo, mais c'est globalement comment on a raconté l'histoire de cette campagne, que cette carte était utilisable nulle part et que c'est le moment parfait pour nous pour mettre en avant notre produit. Un autre exemple, c'est on a beaucoup entendu parler de la grande démission qui était absolument partout dans les médias, tout le monde ne parlait de ça. Et nous, on a une envie de mettre le salariat en avant qui est importante. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire la promotion du salariat pour justement montrer toutes les choses positives que le salariat avait à apporter. Et évidemment, notamment, la carte Swile et tous les avantages qu'il y a dedans. Au-delà de ces campagnes grand public qui ont des moyens médias assez importants, nos réseaux sociaux, c'est un vrai moyen d'enrichir cette stratégie au quotidien et de cultiver justement cette relation particulière qu'on a avec notre audience. Léa en parlait au début.
On est présent, nous, sur 3 réseaux sociaux. LinkedIn, qui est vraiment notre réseau social principal, mais aussi Instagram et TikTok. Et sur les réseaux sociaux, on a un fil conducteur qui est le test and learn. On tente plein de formats, on prend des risques qui au final en sont pas vraiment, parce qu'au final, si un format marche pas, c'est pas grave. Soit on l'optimise, soit on le reprend pas. Je vais vous montrer quelques exemples. Mais déjà, le fait de rentrer les marronniers dans notre univers qui est le monde du travail. Pour la fête de la musique, par exemple, on a collaboré avec un artiste, un musicien, Tanguy, qui a créé un son dans l'open space à partir de tous les bruits qu'on peut retrouver dans l'open space, et on en a fait une vraie musique. Pour Halloween, on a repris toutes ces choses qui peuvent venir perturber notre quotidien, toujours dans l'open space, comme ce chargeur ou notre stylo qui a subitement disparu, ou ce réseau Internet qui fait des siennes, pour justement en faire des affiches de films d'horreur. Et on vient exploiter et mettre de l'énergie dans tous ces micro-sujets. Et c'est une des choses qu'on aime énormément faire chez Swile, c'est se dire qu'il n'y a pas de mauvais brief, mais plutôt que chaque brief est une opportunité, et se dire qu'on va passer énormément de temps sur un sujet comme la fête de la musique ou Halloween, où à première vue, on n'a pas forcément quelque chose à dire. On cherche également à surfer forcément sur le quotidien au travail pour créer de la connivence, montrer aux salariés qu'on les comprend et qu'on comprend leur quotidien. Ça passe par rechercher en permanence à identifier toutes les conversations qui vont alimenter les réseaux sociaux ou qu'on entend à la machine à café, pour derrière y venir greffer ce qui fait le quotidien des salariés. Sur Instagram, on n'oublie quand même pas que notre cœur de business, c'est les titres restaurants. Donc, on donne plein de bons plans food pour nos utilisateurs. Et pour ça, on s'est allié avec plein de créateurs de contenu, des micro-influenceurs, justement, qui viennent donner les bonnes adresses dans un peu toutes les villes de France. On n'a pas eu envie de passer par des gros influenceurs, mais plutôt de la micro-influence, des petits créateurs de contenu qui sont vraiment ancrés dans le quotidien et dans la vraie vie des gens, justement pour rajouter une brique à ce côté lifestyle et cette marque lifestyle qu'on cherche à être. Un dernier exemple dans cette liste qui est non exhaustive de tout ce qu'on peut faire sur nos réseaux sociaux, c'est justement faire de la pédagogie produit, mais de façon différente. Un exemple, c'est qu'on s'est lancé sur TikTok pour s'adresser aux plus jeunes et en reprenant leur code, car la plupart n'ont pas encore accès à Swile, mais on veut que ce soit déjà leur marque préférée quand ils rentrent dans le monde du travail. Et pour ça, on est arrivé vraiment sur la plateforme avec les codes de celle-ci pour pas arriver avec nos gros sabots complètement en décalage. Mais on a vraiment cherché, comme toujours, à s'adapter aux gens, à notre cible, à la plateforme, puis après, venir parler de notre produit et ajouter notre plus-value produit. Pour finir, ce qui est intéressant avec cette approche qui est lifestyle et grand public, c'est que c'est pas juste gratuit ou juste pour renforcer nos items de notoriété ou d'image. On essaye aussi d'en faire un véritable levier de conversion. Je pense qu'il y a une OP qu'on a fait il y a 1 an et demi qui illustre très bien ça. C'est une campagne qu'on a appelée Sweets, qui était où on incitait le grand public à corrompre son DRH. Et du coup, l'idée, c'était que les personnes allaient sur la plateforme qu'on avait créée, remplissaient les infos de l'entreprise, et nous, derrière, on vous a livré un colis au DRH pour justement le corrompre et lui faire connaître Swile. Et je vous rassure, c'était bien RGPD compatible. Et autour de ça, il y a bien sûr tout un écosystème social media qui est venu vivre pour justement mettre en avant tout ce qu'on avait fait. Donc vraiment le coffret qui pouvait rappeler ces mallettes qu'on donne dans les films pour corrompre quelqu'un. On avait fait des faux témoignages de DRH qui avaient été corrompus par leurs salariés, toujours avec cette tonalité qui était vraiment basée sur l'humour, sur l'autodérision. Puis voilà, ça nous a permis du coup de générer énormément de leads et vraiment de partir sur une OP de Noto qui vient derrière être un vrai levier de conversion pour nous et pour nos équipes. Du coup, on arrive à la fin de cette présentation et je pense qu'on peut résumer ça en 2 points, Aurélien. Ouais, donc on a voulu faire un petit récap quand même pour pouvoir digérer toutes ces informations qui étaient assez denses. Le premier sujet, donc, c'est de reconsidérer la cité des décideurs. Alors j'ai vu dans le chat, en effet, c'est vrai que souvent quand on s'adresse à des grosses structures, des boîtes très corpo, le décideur B2B peut ressembler à l'exemple qu'on a montré au début.
le sujet, c'est pas tant de se dire il est comme ci, il est comme ça, c'est plus d'essayer de le considérer dans toute sa complexité en se disant même s'il porte des costumes gris et que il est dans un bureau un peu austère, il peut avoir envie de se marrer aussi. Et c'est à cette fibre-là que nous, on va s'adresser. Donc voilà, on essaie de reconsidérer les décideurs par rapport à ça. Donc essayer de les divertir versus du contenu corpo auquel ils sont exposés tout le temps, qu'ils ont l'habitude de voir et qui les surprennent plus. En fait, on va créer de l'inattendu, on va essayer de faire ce pas de côté. Et encore une fois, l'idée, c'est pas forcément d'être un clown et de juste faire des blagues. C'est de créer la surprise qui va attirer leur attention. Et c'est pour ça qu'aussi, le deuxième item, c'est d'essayer d'être un partenaire, pas juste un amuseur. C'est ce qu'on fait avec The Daily Swell, en leur montrant qu'aussi, il y a de la profondeur dans notre discours et dans notre approche du marché. Et le deuxième point, donc au-delà de la cible B2B, il concerne ce qu'on se disait sur nos utilisateurs, donc on appelle les end-users. On essaie de créer de la valeur aussi pour eux. Alors ça, forcément, c'est un peu une spécificité marché, mais c'est de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on essaie de devenir, comme je disais, lifestyle, plus grand public, comment on crée de la valeur sur le fait de posséder notre produit et surtout, comment à la fin on fait de cette désirabilité un vrai levier de conversion. C'est l'exemple qu'on vous a montré avec Sweets. Et du coup, avant de commencer les discussions, de répondre aux questions, c'est marrant parce que du coup, j'ai regardé un peu en avant-première les questions et c'est vrai que ça tourne quand même beaucoup autour de ça, de est-ce que c'est possible de dupliquer cette stratégie. Donc, je vous demander, est-ce que suite à cette présentation, ça vous semble inspirant et duplicable ou est-ce que c'est quelque chose que vous projetez pas du tout sur votre marché parce que vous voyez des freins rédhibitoires. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir échanger là-dessus et de vous convaincre que ça peut aussi être pour vous. J'ai mis un petit sondage, si vous voulez, dans l'onglet sondage, si vous voulez directement aller voter. Ah, le oui prend la tête pour l'instant. C'est quand même une bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. En effet, je voyais aussi quelques commentaires qui disaient, en effet, est-ce que c'est pas un peu inhérent à votre produit qui, in fine, s'adresse à des personnes plutôt individuelles, ceux qui ont la carte Swile, et que peut-être, en effet, dans une industrie plus corpo de type logistique, ça peut être peut-être plus difficile à mettre en place. Et là, Noémie, par exemple, nous disait justement que sa team légale était assez stricte et que, par exemple, sur l'utilisation des mèmes, ça pouvait être compliqué. Alors, Noémie, il faut quitter cette entreprise. Non, je rigole. Non, mais du coup, c'est vrai que la question, c'est plus, est-ce que, en effet, c'est pas un peu inhérent à votre produit et à votre end-user, finalement? Je prends juste la balle au pont juste avant là-dessus sur le truc bien sûr. etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce sujet pour nous de comment est-ce qu'on arrive quand même à être légitime et crédible. Et en fait, c'est un peu une pyramide à 3 étages. C'est qu'il y a la partie awareness, donc ce qu'on fait avec tous les contenus qu'on crée, qui sont divertissants. Donc encore une fois, l'idée c'est pas d'être un clown, mais c'est de penser comment est-ce qu'on fait le pas de côté. En fait, comment on crée l'inattendu. Comment est-ce qu'on propose quelque chose que les autres ne proposent pas. Et le sujet, typiquement, le marché des titres restaurants, avant Swile, c'était hyper ennuyeux en fait. Et c'est le parti qu'on a pris, c'est de se dire, on va bousculer les choses en ayant un discours de communication qui va attirer l'attention parce qu'il va sortir des standards habituels. Donc c'est juste de se dire comment font la plupart de nos concurrents et comment on fait quelque chose de différent pour attirer l'attention. Et typiquement, nous aussi, on s'adresse à des entreprises publiques, à des ministères qu'on essaie d'équiper en carte Swile. Et l'enjeu, justement, c'est d'avoir cette communication qui est bold et qui plaît au grand public et qui fait parler de nous, mais après d'apporter des éléments de réassurance plus tangibles. Et typiquement, quand on fait la blague sur le rapport RSE avec le rap, on a un contenu divertissant, mais derrière, on va revenir faire un post où on explique toute la démarche, qui a du fond et qui légitime aussi notre approche et qui montre qu'on reste un partenaire crédible. Tout à fait. Et puis, tu as raison dans le sens où même si tu travailles dans une industrie sérieuse, entre guillemets, à la fin de la journée, tu es un humain comme tout le monde avec des enfants, des loisirs et finalement, tu te marres pour les mêmes choses que ton voisin qui ne travaille pas dans la même industrie que toi. Bien sûr. Thomas, je sais pas si tu avais un point sur le truc d'utilisation des mèmes. Non, nous, c'est vrai qu'on a la chance de bosser vraiment main dans la main avec notre équipe légale. On a une super équipe légale qui est plus dans le fait de chercher des solutions que nous mettre des bâtons dans les roues. On n'a pas toutes les autorisations pour les mèmes. On s'est déjà pris 1 ou 2 lettres de mise en demeure, mais c'est à chaque fois évaluer le risque pour le coup. Il y a
plein de fois où on nous a dit on n'y va pas, et du coup on n'y va pas. Et il y a d'autres fois où on s'est dit on y va, mais on y va de cette façon. Donc c'est essayer à chaque fois d'évaluer les facteurs de risque. Top. Il y a aussi une question sur comment en effet pondérer le fun sérieux, comment trouver jusqu'où aller en fait. Comment est-ce qu'il y a des fois où on vous a dit par exemple vous êtes allé trop loin ou vous avez eu des retours un peu négatifs. Comment est-ce qu'on sait où s'arrêter entre guillemets? Ouais, il y a déjà eu des fois où on est allé peut-être trop loin, où ça va plus, tout ne plaît pas. Et comme je disais, en social, on fait énormément de test and learn, mais on part du principe que globalement, ça doit marcher, mais que s'il y a des choses qui marchent pas, qui plaisent pas, c'est pas grave, on les ajuste, on les retire. C'est le test and learn, ce qui est bien, c'est d'apprendre de ses erreurs et surtout de pas continuer et persévérer. Mais si on voit que quelque chose plaît pas, soit on l'ajuste parce qu'on se dit, en fait, ça peut plaire, mais présenté d'une façon différente, soit sinon, tout simplement, on va plus reproduire ce contenu. Et c'est aussi avec tout ce test and learn qu'on a commencé dès le début chez Swile, qu'on en est arrivé à une communication où, globalement, 95% de notre contenu, on sait qu'il est pertinent et qu'il va pas trop loin, mais en effet, c'est important de savoir placer ce curseur, mais ça passe par du test. Bien sûr. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi cette démarche d'essayer de surprendre, enfin même en interne. Et ça nous arrivait que notre CEO lui-même nous dise bon, cette OP on va pas forcément y aller, mais notre directrice marketing justement avait un peu un adage qui disait c'est pas une bonne OP si le CEO fait pas des cauchemars la veille où il doit sortir. Donc ouais, il y a aussi cet ADN qui est un peu lié à la boîte et qui a toujours été cultivé depuis le départ. Trop bien. Et je sais qu'un des freins, ça peut être aussi, comme vous disiez, le test and learn, il faut quand même de la ressource, il faut du temps, ou en tout cas, il faut quand même des gens qui soient mobilisés. Est-ce que vous avez vous externalisez votre contenu parfois, ou alors vraiment c'est du 100% interne? Je dirais pas que c'est du 100% interne, mais quasiment tout est fait en interne. On s'est donné les moyens pour le coup d'avoir des créatifs en interne, d'avoir des DA, et quasiment tout ce qu'on fait pour le coup, c'est fait en interne. Nos campagnes sont faites en interne. C'est arrivé sur des grosses campagnes qu'on se fasse accompagner par des agences, mais la majorité de nos campagnes qu'on vous a montrées ici, quasiment tout a été pensé et réalisé en interne par les créatifs, les brand managers, les directeurs artistiques, les motion designers. Trop bien. Et puis en plus, j'imagine que le fait d'externaliser ce genre de contenu, c'est un peu risqué parce que vous avez quand même une patte très Swile et le fait de l'externaliser, ça peut être un peu risqué. Le fait de perdre justement cet ADN au risque de sonner un peu un peu faux, entre guillemets. J'imagine que ça aussi, forcément, c'est une des raisons qui font que vous préférez internaliser. On a aussi une question sur, pas mal de questions en vérité sur le ROI. Comment est-ce que vous les avez mesurés et quels paramètres est-ce que vous prenez en compte? J'y vais où tu vas, Aurélien? Je peux y aller si tu veux. Vas-y, je complète si tu veux. Donc déjà, on a nos indicateurs, nos KPIs qui vont nous permettre d'évaluer les campagnes dans un premier temps et aussi de se comparer par rapport à toutes les campagnes qu'on a pu faire ces dernières années. Donc à chaque fois, on va prendre notre coût par engagement, notre coût par clic, notre coût par impression pour voir ce que ça a donné selon les campagnes, selon les objectifs. Donc on suit toutes ces métriques tant sur les réseaux sociaux que sur nos campagnes. Et après, on a bien sûr des études de notoriété avec des YouGov ou autres qu'on fait régulièrement pour voir comment notre notoriété évolue, comment notre image évolue. Et on a différents items du coup qu'on suit via des études de manière régulière. Ok, top. Et après, là-dessus, c'est vrai que on essaie d'avoir une croissance quand même assez organique dans tout ce qu'on fait. Typiquement, on fait attention à ce qu'on investit en termes de budget parce que l'idée numéro un de Swile pendant ces derniers mois, c'était d'arriver à atteindre la rentabilité, donc dont Thomas a parlé au début, ce qui est chose faite aujourd'hui, mais du coup, ça demandait des contraintes forcément sur la partie créa. Donc, on a beaucoup misé sur les médias sociaux, donc pareil comme Thomas l'a montré. Et l'idée, c'était plus d'arriver à faire des coûts qui soient intéressants en fonction de l'opportunité
pour maximiser justement ce ROI et avoir les campagnes les plus virales sans avoir à dépenser beaucoup là-dessus. Et pareil, sur la mesure de notoriété, on est une jeune marque comparée au secteur aujourd'hui où, comme il y a beaucoup de dinosaures aujourd'hui qui prennent ce territoire. Donc, année après année, on mesure avec un brand tracker où on en est en termes de noto et comment on évolue. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas à pas dans le temps parce qu'on a beaucoup de marge à rattraper. Bien sûr. Ok. Et comment est-ce que vous trouvez les sujets qui vont parler à votre audience? Parce que vous parlez, comme vous disiez tout à l'heure, vous avec notamment le Daily Swile, vous parlez pas de votre produit, vous allez parler du bien-être au travail, de tous les sujets qui sont liés au monde du travail en général. Avec les influenceurs food, du coup, vous allez plus aller sur la food. Comment est-ce que vous trouvez le curseur pour trouver jusqu'où étendre les thèmes abordés? Je sais pas si la question est très claire. Ça, c'est une stratégie qu'on fait. Tous les ans, on fait une roadmap un peu stratégique. Ou pareil, on prend un angle comme ce qu'on ferait avec une agence, mais sauf qu'on le fait en interne en disant c'est quoi notre territoire d'expression, c'est quoi notre terrain de jeu, de quoi on a envie de parler et qu'est-ce qui intéresse nos audiences. Et après, je vois qu'il y a des questions sur combien on est à la suite du Créa de Soi. Je crois qu'on est une dizaine de personnes, non? 10-15, Thomas? On est 15. Ouais, voilà. Okay. Et on fait souvent des points justement tous ensemble. Ce qui est bien, c'est que on est une vraie team forte au sein de l'entreprise. Donc, on communique tous souvent. On a des espèces de points réguliers justement avec les équipes, avec Thomas, avec d'autres créatifs où on discute de qu'est-ce qu'on va publier sur nos réseaux, pourquoi, pour quelles raisons, de quoi on a envie de parler. Donc, voilà, c'est beaucoup fait avec de l'assertivité de chacun. Ok. Au niveau des questions, je crois qu'on est pas mal. Vous aviez un deuxième sondage. Est-ce que vous voulez qu'on le lance ou pas sur les potentiels freins qui pourraient réfréner certains de se lancer dans un B2B un peu plus sympa? C'est à toi de nous dire, mais on peut le lancer. Allez, je l'ouvre. C'est donc, si vous pensez que cette stratégie B2B à la Swile ne vous semble pas déclinable, pour vous, ce serait quoi les freins? Est-ce que c'est budget, temps? Est-ce que c'est, on a parlé tout à l'heure, un marché cible peut-être trop conservateur, un besoin de crédibilité technique, un risque de décalage avec l'image de marque ou alors une culture d'entreprise qui pourrait être non adaptée? Une question sur le rythme des études de noto. On en fait une tous les ans à peu près. L'idée, c'est d'avoir un tracker annuel pour monitorer un peu justement notre progression par rapport à nos concurrents et même l'évolution du marché, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros sujet sur le passage à la dématérialisation, donc arrêter avec les titres restaurants papier, ce qui est notre credo depuis le début. Donc pareil, on essaie de monitorer aussi le awareness sur ce sujet-là. Quel type de tracker? Un brand tracker classique de notoriété où on compare notre notoriété à nos concurrents. Pour l'instant, on est plutôt en besoin de crédibilité technique dans notre secteur. C'est plutôt ça, a priori, le frein principal. Et le deuxième, c'est culture d'entreprise non adaptée. Il faudra aller montrer les campagnes de Swile pour montrer que ça marche si jamais vous voulez convaincre. Je pense qu'en effet, sur la culture d'entreprise, il y a un vrai côté pédagogie à faire en interne. Je pense qu'il y a une partie, bien sûr, des équipes marketing, de faire de la pédagogie en interne, de montrer ce qui se fait. Je pense que de montrer des exemples de marques qui ont réussi un peu à casser les codes dans leur secteur. Nous, on a montré Swile. Ici, je pense à Green God sur le secteur bancaire, sur les réseaux sociaux. Et pas mal d'autres exemples. Il y avait Matera ce matin, qui est un très bon exemple aussi. Je pense que c'est de montrer tous ces exemples pour montrer que ça marche. Mais en effet, la culture d'entreprise et faire adhérer l'interne
c'est hyper important. Nous, on a une grosse adhésion de l'interne qui est un peu les premiers à pousser, à partager nos campagnes, et c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Donc oui, en effet, d'avoir cette culture de faire des OP, du marketing un peu bold, ça passe aussi par une culture d'entreprise qui a été créée par Loïc dès le début, qui a été soutenue et poussée encore plus par notre ancienne directrice marketing, et que nous, dans l'équipe brand, on pousse au quotidien vraiment, et contente de choyer et vraiment d'évangéliser le plus possible au quotidien. Oui, il y avait plusieurs. Oh, pardon. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste pour compléter, mais au-delà de juste comme on disait, le fait de faire de l'humour, etc., même casser les codes, ça peut passer par les codes couleurs, par la charte graphique, le design. C'est ce qu'on a beaucoup essayé de faire au début aussi pour se différencier de nos concurrents, qui aujourd'hui, pour beaucoup, commencent à reprendre pas mal des codes, des chartes graphiques de Swile. Donc, mais c'est bien si les gens commencent à refaire comme nous, c'est que c'est la bonne voie. Mais oui, ça passe pas forcément que par le discours, que par des blagues. C'est aussi tout ce qu'il y a autour, les assets. Et évidemment, c'est sûr que c'est difficile quand on a une culture établie sur un sujet, qu'on n'a pas l'habitude de faire des blagues, d'un coup de se mettre à faire des blagues et à être drôle. Mais ça peut être un truc par étape où on peut repenser sa charte pour essayer d'être différent, et puis petit à petit amener de nouveaux ingrédients. Ouais, tout à fait. Ça peut aussi passer, j'imagine, par un recrutement petit à petit de l'équipe marketing, de plus en plus ouvert à ce genre de changement, pour que la graine grandisse au sein de l'entreprise étape par étape, et de montrer aussi par des KPI qui soient précis que ça marche, que c'est une recette qui est gagnante. J'imagine qu'en effet, ça peut être une bonne solution. Parfois, je sais que les CEO aiment bien en effet avoir des chiffres à l'appui pour pouvoir pour pouvoir pousser dans la direction. Ouais, complètement. Et après, pour l'autre point qui était le besoin de crédibilité, c'est aussi un enjeu sur lequel nous on fait face. On a construit une love brand, mais on a aussi, en tant que maintenant on est co-leader, d'aller jouer les matchs sur les gros marchés, et du coup d'avoir cette caution crédibilité. Et une fois de plus, je reprends le rapport RSE, mais sur le fond, on a toujours cet enjeu d'être crédible, on fait toujours le taf pour être crédible. Ce que nous, on va vraiment changer à la brand, ça va être le packaging, de comment on le package et quelle forme on y amène. Et souvent, le fond est là, est commun chez tout le monde, avec des différences. Mais nous, là, on met énormément d'énergie sur la forme et le packaging pour justement valoriser notre travail et essayer de marquer l'audience, et de se dire, il y a une trace laissée à la fin de ce contenu, et pas juste on a fait énormément d'efforts toute l'année au quotidien pour que les gens passent devant sans le regarder, et on cherche vraiment toujours ce stop to scroll. Ouais, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, vous me faites une parfaite transition. Tout à l'heure, on finit avec l'attention economy, et c'est justement l'idée que aujourd'hui, l'attention economy se monétise. C'est tellement difficile d'attraper l'attention des gens. On est tellement dans un flux d'informations constant qu'aujourd'hui, se démarquer, notamment avec une stratégie qui est un peu plus bold et disruptive, c'est une des solutions. Et je vois le commentaire de Marion, l'humour n'est pas forcément universel, il y a aussi la difficulté de créer du contenu drôle pour tout le monde. Alors ça, complètement d'accord, et on fait pas toujours marrer tout le monde, ça c'est sûr. Après, comme disait Thomas, on fait beaucoup de test and learn, on essaie des choses, on essaie surtout de pas pousser les curseurs trop loin, mais ce qu'on essaye avant tout, au-delà d'être drôle et de faire des blagues, c'est d'avoir un ton qui est joyeux, positif, sympathique, donc d'avoir un ton plus universel que réussir à chaque coup sur les blagues. Ouais, bien sûr. Bon, écoutez, super, merci beaucoup. C'était hyper inspirant. Merci beaucoup. Je pense que ouvrez vos offres, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui allaient dire que ça donnait envie de vous rejoindre. Donc, et en effet, c'est vrai que vous êtes hyper inspirants. Merci beaucoup, Thomas et Aurélien, d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir rejoints une deuxième année sur la scène du Content Summit. On se retrouve avec
avec Thibaut et Benjamin de TF1+, qui vont nous parler de Nikos Aliagas et de koh Non, mais pas que. On va parler stratégie, engagement des générations plus jeunes avec leur nouvelle plateforme de streaming TF1+, et leur stratégie social media. J'ai trop hâte de cette session. Normalement, ça va vous diriger automatiquement. Ils sont sur les 2 scènes. Et puis, voilà, merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à tout de suite et merci encore une fois Thomas et Aurélien. Merci Merci à vous. Merci beaucoup. Salut, salut. Au revoir.